Bonjour à tous. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par l'ARACT Occitanie et l'Observatoire du dialogue social du Gers, qui est organisé dans le cadre de la Semaine pour la qualité de vie au travail. Alors, avant de démarrer, le temps que tout le monde s'installe et nous rejoigne, peut-être quelques éléments d'explication, quelques règles du jeu par rapport à notre webinaire. Donc, vous avez sur la droite un onglet avec différents menus. Un menu chat où chacun peut se dire bonjour à chacun. Ensuite, un deuxième, alors voilà, si vous avez des réactions, des réflexions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à alimenter le chat. Ensuite, vous avez un onglet questions. Voilà, si vous souhaitez un éclaircissement, si vous souhaitez une précision sur un des points qui va être évoqué, alors soit on y répondra chacun des intervenants au fur et à mesure du webinaire, soit on se réserve un quart d'heure en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Hein. Donc, on essaiera de ne pas en laisser de côté. Et puis, s'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, parce que ça demande des précisions, de la recherche, etc., eh bien, vous aurez des coordonnées pour pouvoir les poser ensuite par mail et que vous puissiez y avoir une réponse. Ensuite, troisième onglet, un onglet sondage. Alors, on va vous poser des questions pendant ce webinaire pour essayer de le faire le plus interactif possible. Alors, tout au long des diapos, on vous dira à quel moment on souhaite recueillir votre avis sur un certain nombre de sujets pour pouvoir aussi alimenter nos propos. Et puis, voilà, pour l'interactivité lors de ce webinaire. Donc, voilà, on a à peu près une heure à passer ensemble. Et on va pouvoir donc parler pendant cette heure de la gestion de la crise sanitaire avec une question autour du rôle, du fonctionnement du CSE, quels enjeux pour le dialogue social au niveau des entreprises et notamment particulièrement dans les entreprises de 11 à 49 salariés. Je vais laisser la parole à Nathalie Boutte, en tant que vice-présidente de l'Observatoire du dialogue social du Gers, pour présenter l'instance qui organise avec l'ARACT ce webinaire. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, l'ODDS, c'est l'acronyme pour désigner donc l'Observatoire départemental du dialogue social et l'ODDS 32, c'est donc celui du Gers. Alors, tout d'abord, nous allons en fait effectuer un premier sondage pour savoir en fait est-ce que vous connaissez donc cette instance? Et donc, à l'issue donc de ma présentation de l'ODDS, on va voir ensemble donc les résultats de ce sondage. Alors, cette instance, en fait, est donc une instance départementale, comme il est précédemment, et elle a été instaurée par les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Dans le Gers, cette instance a été mise en place en date du 9 février 2018 afin de favoriser et encourager le développement du dialogue social et la négociation collective dans les entreprises de moins de 50 salariés. L'ODDS du Gers est composé de 5 représentants des organisations syndicales de salariés qui sont la CGT, la CFDT, FO, CFE-CGC et Solidaire, ainsi que 5 représentants des organisations professionnelles d'employeurs qui sont le MEDEF, la CPME, UDP, l'UDES, la FNSEA. Donc, comme vous voyez, donc c'est également équitablement réparti. Donc, cette instance, en fait, a des attributions qui sont au nombre de 3. Il peut être saisi par toute organisation syndicale de salariés, par tout élu du personnel, par tout salarié,
par toute organisation professionnelle d'employeurs ou par tout chef d'entreprise des difficultés rencontrées dans le cadre d'une négociation collective. Il apporte également son concours aux entreprises de son ressort dans le domaine du dialogue social et il établit un bilan annuel social dans le département. Donc, nous allons voir donc les résultats du sondage. Là, je n'ai pas les résultats tout de suite. Alors, 68% des personnes ne connaissaient pas l'Observatoire. Ah. Donc, il était important de pouvoir vous montrer ce qu'est donc l'Observatoire. Donc, j'ai fait la première présentation. Je vous laisse prendre la suite. Catherine. Merci Nathalie. Donc, l'Observatoire du dialogue social du Gers organise ce webinaire parce qu'il a produit donc une fiche pratique sur donc le rôle du CSE dans la période de crise sanitaire actuelle et donc a accepté de présenter ce travail dans le cadre de la semaine pour la qualité de vie au travail qui est organisée donc cette semaine par le réseau ANACT, donc à la fois l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et le réseau des ARACT, dont l'ARACT Occitanie. Donc voilà, c'est une semaine où toutes les manifestations qui sont proposées, alors c'est la 17e semaine, et cette fois-ci, c'est une première, toutes les manifestations sont proposées en webconférence au niveau, c'est une SQVT numérique. Donc c'est l'occasion aussi pour le réseau ANACT de faire le point avec ses différents partenaires, dont lors de ce webinaire avec l'Observatoire du Gers, de faire le point sur voilà un retour d'expérience par rapport à la crise, par rapport aux pratiques des entreprises, aux questions de conditions de travail, d'organisation du travail et comment les entreprises voilà ont pu combiner performance, amélioration des conditions de travail lors de cette période de confinement, de poursuite d'activité, de déconfinement, etc. Donc voilà, tous ces différents, ce webinaire est organisé dans ce cadre-là. Je passe la parole à Cyril Bortoluzzi pour nous expliquer voilà la façon dont nous allons travailler cet après-midi. Oui, voilà. Bonjour à tous. Donc, ce qu'on vous propose, donc, il y a différents points à voir avec vous. Donc, première partie. Donc, pourquoi réaliser une fiche pratique pour les CSE dans cette période de crise sanitaire? Donc, expliquer pourquoi l'Observatoire du dialogue social du Gers, voilà, s'est inscrit dans cette démarche en sortie de crise. Le cadre réglementaire, donc des repères clés dans la période. Donc, ça sera les grandes lignes. Là, il n'est pas question dans le détail. La démarche de déconfinement reprise, qui fait quoi, donc au niveau de l'entreprise, et particulièrement entre l'employeur et la délégation du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés. Les pistes pour un dialogue social de qualité, voilà, puisque l'idée c'est de porter plus que jamais donc les enjeux attachés au dialogue social dans l'entreprise. Et puis une dernière partie relative aux questions-réponses. Nous pourrons échanger ensemble. Voilà. Alors, qui sont les intervenants? Donc, vous avez déjà pu en prendre connaissance. Donc, il y a Monsieur Philippe Marcelin, donc président donc de l'Observatoire du dialogue social du Gers, qui est représentant de l'organisation CFE-CGC. Donc, Madame Nathalie Boutet, donc, qui est la vice-présidente de l'Observatoire, qui est donc la représentante de l'UDES. Donc, vous l'avez compris, on est sur un fonctionnement paritaire, donc représentant des organisations professionnelles et donc représentant des organisations donc syndicales de salariés. Donc, paritaire la représentation, donc avec un président du parti, la partie salariée, et une vice-présidente, donc le parti employeur. Et je tiens à dire voilà, que vous avez le noyau dur de l'Observatoire. Voilà, Monsieur Marcelin, Madame Boutet sont vraiment jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et dans les actions portées par
par l'Observatoire qui s'est mis en place, comme on l'a indiqué, depuis février 2018 dans le département du Gers. Donc, Madame Catherine Lebrun-Pinatel, donc, qui s'est présentée, de la RACT Occitanie, qui nous apporte une aide très précieuse donc, dans l'action engagée par l'Observatoire donc sur le volet CSE et en particulier pour l'organisation de ce webinaire aujourd'hui. Et donc moi-même, votre serviteur, donc Cyril Bortoluzzi, donc je suis de la Direct Occitanie, de l'unité départementale du Gers et je suis responsable de l'unité de contrôle, donc le service inspection du travail, donc la partie contrôle. Et au niveau de l'observatoire, donc on gère le secrétariat et puis aussi on est là en tant qu'appui des partenaires sociaux pour faire en sorte que cet observatoire trouve sa place, voilà, dans le paysage institutionnel, parce que comme il a été indiqué, c'est issu donc des ordonnances Macron de septembre 2017, dans le cadre de l'évolution des institutions représentatives du personnel et de la négociation collective. Donc voilà, on essaye de jouer aussi un rôle d'appui pour que l'observatoire puisse exister et porter un certain nombre d'actions au bénéfice donc des entreprises, donc entreprises à la fois employeurs et salariés. Voilà. Monsieur Marcelin, à vous la parole. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, avant d'intervenir, remercier chaleureusement l'institution qui est la Directe, ainsi que la RAT pour les ateliers qui ont été menés, les actions qui ont été amorcées, et cette mise en place qui effectivement a commencé en 2018. Donc en 2018, eh bien, tout simplement, on a mis en place cette instance avec, comme vous voyez, dans les ordonnances liées à la loi Macron du 22 septembre 2017. Donc il y avait effectivement, suite à ces ordonnances, il était nécessaire d'avoir un enjeu fort d'un dialogue social de qualité. Effectivement avec des acteurs outillés pour mener le rôle et effectivement dans l'attribution dans des attributions bien déterminées et bien reconnues, notamment celles concernant la santé, sécurité et conditions de travail. Alors les acteurs du CSE, forcément, il y a les chefs d'entreprise et les représentants du personnel. Ce sont des acteurs, je dirais, effectivement, comme vous pouvez le lire, incontournables sur ces sujets. Mais aussi, je pourrais ajouter que pour avoir un bon dialogue social, il faut savoir aussi s'écouter, se tolérer et se comprendre. Et donc, à partir de ces enjeux, il faut faire vivre l'instance de façon à ce que le dialogue social puisse exister dans les entreprises pour apporter effectivement la vision et répondre aux enjeux de l'employeur. Voilà. Alors, si on prend un petit peu les chiffres, vous voyez qu'en 2019, nombre d'établissements de 50 salariés dont restant assujettis à la mise en place des élections. En 2019, il y avait 125 établissements de moins de 50 salariés, 62 établissements de plus de 50 salariés, ce qui fait un total de 187 entreprises. La mise en place des élections CSE entre la période, c'était du 1er janvier 2019 au 31 décembre. Il y a eu 164 élections, soit un taux de 77%. L'année 2020, la mise en place au 31 mai 2020 est de 14. Le nombre d'élections donc cumulées entre 2018 et 2020, vous voyez qu'on a un pourcentage très honorable, grâce, comme je disais auparavant, à l'engagement, à la responsabilisation des différents acteurs et aussi à la prise de conscience qu'un bon dialogue social permettait de mettre dans les meilleures conditions à la fois les salariés, mais aussi permettait aux chefs d'entreprise de pouvoir optimiser les performances et assurer aussi la pérennité de l'entreprise. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cet observatoire.
Je pourrais ajouter en complément, et ça avait été évoqué par Monsieur Bortolucci, la difficulté quand on s'est saisi de cette instance, c'était effectivement de définir un cadre avec un périmètre d'action. Et concernant l'Observatoire du Gers, on a eu effectivement l'opportunité et on voulait rester plus dans la concrétisation d'action plutôt que dans une démarche de théorie et plus académique. Et effectivement, la loi et la réglementation nous a permis de saisir ce levier pour donner à cette instance et amorcer cette instance sur le territoire avec tous les acteurs partenaires et qui aujourd'hui, effectivement, je trouve, comme vous l'avez dit, Monsieur Bortolucci, a trouvé sa place et je voulais aussi remercier l'ancienne présidente qui est intervenue au début de la présentation, donc ma collègue Madame Boutet. Voilà ce que je pouvais dire sur ce diapo. Je vais peut-être continuer, voilà, sur le dialogue social. Alors, je vais en profiter par rapport à cette planche de déclencher aussi, de demander votre avis sur le sondage. Effectivement, ce sondage par rapport à l'instance, pensez-vous que le dialogue social a été un levier dans cette période de crise sanitaire? Alors, tout simplement, le dialogue social bouleversé, forcément. On est sorti d'une période compliquée où c'est que effectivement la priorité donnée a été le volet sanitaire, mais il est certain que il a fallu progressivement relancer la machine économique avec toutes les contraintes que ça implique pour les employeurs. Toutes les contraintes que ça suscite aussi pour les employés. Et donc, effectivement, nous pensons que par rapport à cette période particulière, l'Observatoire, dans la continuité de ses ateliers et de l'instance CSE, l'Observatoire a accès et a profité de cette crise sanitaire pour donner au CSE une autre amplitude et un rôle encore plus déterminant et une contribution au dialogue social qui nous paraît effectivement plus que déterminante par rapport à la représentation des salariés. Donc, des changements d'organisation mis en place dans l'urgence, de nombreux réajustements réglementaires liés à cette crise sanitaire à travers les différents protocoles, à travers les différents gestes barrières, les principes de précaution, ses applications, ses exigences. Le domaine aussi, le volet santé au travail, qui fait partie intégrante du dialogue social, qui effectivement n'a jamais eu une telle place dans la vie de l'entreprise, d'où l'importance des outils des types DU et plans d'action. Les effets du dialogue social existant sont accentués dans la période, forcément. Toutes les questions liées à la santé et aux principes de précaution. Un dialogue social de qualité contribue à la santé au travail. C'est un constat. C'était une réalité avant la crise sanitaire. Ce constat ne peut qu'être renforcé durant la période actuelle. Donc le dialogue entre la direction et élus au CSE, ça fait partie des leviers qui sont nécessaires. Un dialogue aussi entre la direction, l'encadrement et les salariés. Une information, une contribution à l'évaluation des risques et forcément une remontée des difficultés. Et enfin, un dialogue entre élus au CSE et salariés, puisqu'effectivement, je pense qu'il est important dans tout dialogue et dans toute information et échange, c'est effectivement de pouvoir mesurer, d'évaluer les besoins, les difficultés du terrain. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette crise sanitaire et surtout sa sortie et la reprise progressive de l'économie. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Bortolucci. Peut-être revenir au sondage, Monsieur Marcelin, parce que alors le dialogue social est a priori un levier justement pour passer
les difficultés à la fois de risque d'exposition et puis aujourd'hui aussi économique dans les entreprises. Bah ça, apparemment, quand on regarde les résultats du sondage qui ont été passés auprès des participants à ce webinaire, oui à 78%, mais quand même 22% non, ça n'est pas forcément un levier. Donc ça va pas de soi. On le constate et on le constate aussi dans les pratiques, dans les entreprises sur lesquelles nous avons eu des retours là, au niveau de l'ARACT, et où on s'aperçoit que voilà, selon les pratiques de dialogue, selon les pratiques de fonctionnement d'instance du CSE, c'est plus ou moins facile donc justement de s'appuyer sur le dialogue social pour pouvoir gérer au mieux les impacts de la crise en matière sociale, enfin économique, etc. C'est la raison pour laquelle l'Observatoire du dialogue social du Gers a souhaité donc mettre à disposition des entreprises de 11 à 49 salariés cette fiche pratique que vous pourrez télécharger suite à ce webinaire pour justement donner des éléments d'outillage au CSE, tant du côté des employeurs que du côté des représentants des salariés, pour pouvoir justement faire en sorte que ce dialogue social puisse être vraiment un véritable levier pour dans cette période-là. Je vous laisse la parole, Cyril. Donc, je la reprends. Alors, le diaporama, voilà. Donc, on souhaitait donc vous rappeler quelques repères par rapport au cadre réglementaire. Donc, sur 4 points. Donc, le fonctionnement du CSE pendant cette période d'urgence sanitaire, les obligations de l'employeur en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la réévaluation des risques professionnels, la mise à jour du document unique et les obligations du travailleur. Alors, comme le disait Catherine, donc le document que vous pourrez donc télécharger à l'issue de ce webinaire, donc fait le point sur ces quatre repères. Fonctionnement du CSE. Alors, juste très rapidement pour revenir par rapport à l'intervention de M. Marcelin sur les chiffres. Donc, les chiffres qui vous ont été donnés sont par rapport à sont propres au département du Gers, par rapport à la mise en place du CSE, donc obligation des entreprises donc au 31 décembre 2019. Il faut savoir que les services de l'inspection du travail, donc dans le cas des actions prioritaires services, il nous est demandé d'attacher une vigilance toute particulière sur la mise en place de cette nouvelle instance dans les entreprises de 11 à 49, mais aussi bien évidemment dans les entreprises de plus de 50 salariés. Avec donc du coup l'obligation qui était au 31 décembre 2019. Alors on sait qu'il y a des entreprises qui sont en retard, voilà, ce qui n'est pas très bien, mais c'est la réalité. Donc vous avez pu voir peut-être que un certain nombre dans le cadre des ordonnances qui ont pu paraître, voilà, le processus là a été mis en suspens et l'obligation donc de engager le processus électoral donc reprendra au 1er septembre 2020. Donc, on sera amené à prendre contact, pour ce qui nous concerne, auprès des entreprises gersoises. Voilà, s'il y en a qui nous regardent, sachez que voilà, on vous contactera très prochainement par rapport à la mise en place du CSE si ça n'a pas été fait. Donc, le premier point, donc le fonctionnement du CSE pendant cette période d'urgence sanitaire. Alors, également, donc vous avez pu voir peut-être dans le cas des ordonnances, il y a eu des évolutions sur le fonctionnement du CSE pendant cette période de crise sanitaire et de confinement. Toutefois, pour ce qui nous intéresse, là, donc dédié aux entreprises de 11 à 49 salariés, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas eu de bouleversement sur son fonctionnement. On reste sur une organisation, un fonctionnement classique avec une réunion mensuelle qui pouvait et qui peut continuer à se faire à distance. Il y a eu un décret qui est venu donc encadrer la possibilité de réunir cette instance donc à distance, avec un jeu aussi de questions-réponses. Ça, on reste dans le schéma classique. Et comme ça a été dit précédemment, donc le CSE, donc il porte les réclamations individuelles et collectives donc des salariés auprès de l'employeur, mais surtout en ces temps de crise. Il a un rôle particulier à jouer en matière de santé et sécurité au travail. Donc, il fait la promotion. Il a un rôle en termes de promotion de la santé et de la sécurité au travail des salariés, et il participe à l'amélioration des conditions de travail. Voilà, ça c'est un enjeu très important.
encore plus maintenant, bien évidemment. Et il faut savoir que dans ce cadre-là, pour que les membres puissent, la délégation du CSE puisse jouer pleinement son rôle et prendre toute sa part donc en la matière, dans l'intérêt de l'entreprise. Donc, les membres du CSE doivent bénéficier d'une formation en matière de santé-sécurité, au travail. Donc, c'est un rôle. Alors, on avait pu voir au niveau des délégués du personnel, c'est pas forcément sur ce volet-là que les représentants du personnel sont plus à l'aise. Mais véritablement, là, il y a un enjeu particulier. Je pense que vous en avez pleinement connaissance au regard de la situation. Donc, plus que jamais, les membres du CSE doivent pouvoir s'investir sur le volet santé-sécurité et pour ce faire, donc, suivre une formation en la matière. Concernant les obligations de l'employeur en matière de santé, sécurité et conditions de travail, donc l'employeur est responsable, est responsable donc de la santé et de la sécurité donc des salariés qui sont placés sous sa responsabilité. Et donc, il doit prendre des mesures de prévention pour conserver l'intégrité, je serais tenté de dire, l'intégrité physique et mentale donc, des salariés qui travaillent dans l'entreprise. Donc, c'est une obligation majeure, comme vous le savez très certainement. Et c'est le volet santé-sécurité. Nos services aussi interviennent souvent sur ce volet, les services d'inspection du travail, donc sont très présents en matière de santé, sécurité, conditions de travail, donc des salariés dans les entreprises. Une des obligations dans ce cadre-là de l'employeur, c'est d'évaluer les risques professionnels. Et dans le cadre de cette évaluation, donc il doit rédiger un document unique, le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP en acronyme. Voilà, donc ce document doit être réalisé. Il s'appuie donc sur l'évaluation des risques. Et bien évidemment, il doit faire évoluer cette évaluation. Il doit la réévaluer notamment. Et ça a été tout particulièrement le cas dans le cadre de cette crise sanitaire. Au regard de la situation, bien évidemment, il était nécessaire de réévaluer les risques professionnels pour les salariés. Et dans cette démarche-là, il était vraiment souhaitable qu'il puisse y associer donc les membres de la délégation au niveau du comité social et économique. Les obligations, c'est droits et obligations réciproques. Donc, les obligations, le salarié, donc le travailleur, le salarié dans le cadre de son contrat de travail, lui aussi, donc il a des obligations, il a des droits, mais il a aussi des obligations. Donc, c'est de suivre les instructions qui lui sont données par l'employeur ou par son responsable, et de prendre soin en fonction donc de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, mais aussi de la santé et de la sécurité de ses collègues. Alors, en fonction de sa formation et selon ses possibilités. Alors, ce qui est important, c'est aussi, avant tout, c'est le terme de formation, donc l'obligation de former les salariés donc, aux postes qu'ils sont amenés à occuper et aux tâches qu'ils sont amenés à exécuter. Donc, formation qui peut, formation au départ et formation en cours d'exécution du contrat de travail. Voilà donc les quelques repères clés, comme c'est indiqué, donc qui est important d'avoir à l'esprit de façon générale, mais voilà encore plus aujourd'hui dans le cadre de cette crise et de cette sortie de crise. Alors, un guide pour l'action. Alors voilà, on a souhaité rappeler les principes généraux de prévention qui sont issus d'une circulaire européenne de 89, d'une directive européenne, pardon, donc qui ont été retranscrits donc ces principes donc dans le droit français et qui sont d'ailleurs dans le code du travail. Donc il y a 9 principes généraux de prévention qui sont vraiment c'est vraiment les principes fondateurs, c'est-à-dire de la démarche de prévention des risques professionnels. Alors, il y en a 9. Aujourd'hui, le focus, il y en a 3 vraiment sur lesquels on souhaitait
souhaitait qu'on souhaitait appuyer. Donc, le premier, éviter les risques. Bien évidemment, hein, si on résout le problème à la source, si je puis dire, il n'y a plus de fait, il n'y a plus d'exposition, donc il n'y a pas d'exposition au risque donc pour les salariés. Donc, de fait, on préserve leur santé et sécurité. Et en période de crise sanitaire telle qu'on l'a connue et qu'on la connaît, éviter le risque, par exemple, c'est de mettre en place le télétravail. Voilà. Donc, de fait, on n'est plus présent. Les salariés ne sont pas présents donc dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas d'interaction entre les salariés et avec donc il n'y a pas de contact physique. Donc, de fait, il n'y a pas de risque de contamination. Voilà. Alors voilà, mise en place du télétravail. Mais le télétravail, au regard du fonctionnement de l'entreprise et de son activité, ce n'est pas toujours possible, ou ça peut être possible qu'en partie. Donc, si on ne peut pas éviter le risque, le deuxième principe important, c'est évaluer les risques qui ne peuvent être évités. Et donc, dans le cadre de cette évaluation, donc on se pose la question très clairement des risques. Alors, au regard du document unique d'évaluation des risques premières qui a été faite, mais aussi au regard de l'évolution de la situation. Donc, il faut évaluer ce risque. Et dans le cadre de cette évaluation des risques, une fois qu'on les a identifiés, un des principes importants, c'est le 8e là dans la liste, hein, c'est donc prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Donc prendre des mesures de protection collective, donc une nouvelle fois par rapport à la situation, ça va être par exemple donc bouger les lignes en termes d'organisation du travail et du fonctionnement de l'entreprise. Par exemple, mettre en place des horaires décalés lorsque c'est possible pour limiter le nombre de personnes, de salariés présents en même temps dans l'entreprise. Ça peut être aussi donc décaler, décaler. Ça peut être aussi oui, bon, voilà, des horaires décalés. Je voulais prendre un autre exemple. Bon, voilà. Bon. Et c'est seulement lorsque la protection collective n'est pas possible qu'on va tomber sur la protection individuelle. Et là, c'est notamment, par exemple, par rapport au port de masque, lorsque la distanciation, notamment la distanciation sociale, ne pourra pas être respectée. Donc voilà, donc ces principes, une nouvelle fois, les principes généraux de prévention, donc qui sont codifiés dans le Code du travail, sont vraiment donc les principes fondateurs de la démarche d'évaluation des risques professionnels dans l'entreprise. Donc, que doit mettre en œuvre l'employeur? Mais pour cette mise en œuvre, il doit pouvoir s'appuyer sur les représentants du personnel et donc de la délégation du comité social et économique. Voilà. Je repasse la parole à Catherine. Oui. Alors, justement, peut-être pour revenir sur cette fameuse démarche dans laquelle ça peut s'inscrire justement le déconfinement, la reprise d'activité, enfin, tout dépend. On voit bien que toutes les entreprises ne sont pas dans les mêmes situations en fonction de la façon dont elles ont travaillé ou non travaillé pendant la période de confinement. Donc, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que il y a évidemment le CSE a un rôle à jouer pour travailler, on va dire ensemble, chacun dans son rôle entre l'employeur et les représentants du personnel, pour pouvoir justement définir les meilleures mesures adaptées au travail, aux conditions de travail, aux activités de travail de chaque entreprise. Et c'est vrai que quand on regarde, il y a un sondage, une enquête qui vient de sortir hier ou avant-hier de Syndex, qui a été menée auprès de 2000 représentants du personnel au mois de mai et qui nous dit que les préoccupations justement des IRP, quelles sont-elles, les instances de représentation du personnel, c'est bien évidemment les mesures sanitaires. Les préoccupations actuellement, ce sont les mesures sanitaires avant tout, mais aussi ensuite les conditions de travail et l'organisation du travail. Et les besoins qui sont exprimés par ces représentants, c'est d'une part de suivre les mesures,
voilà, de suivre les mesures qui sont mises en œuvre par l'employeur, et puis aussi d'analyser les conséquences de ces changements, de ce confinement, déconfinement, de ce télétravail, des mesures de chômage partiel, etc., sur l'organisation du travail et les conditions de travail. Pour prendre exemple, ce matin, donc l'ARACT organisait un webinaire dans le secteur de l'ESS sur aussi et hier l'Observatoire du dialogue social de l'Hérault sur le télétravail, et on voit bien que ce télétravail qui a été mené, voilà, généralisé pendant cette période de confinement a eu un impact très fort sur la charge de travail, sur l'organisation du travail, sur les relations de travail, sur le fonctionnement des collectifs, et tout ça, ce sont des sujets du dialogue social, tout ça, ce sont des sujets qui sont voilà, en rapport sur la table, on va dire, du comité social et économique. Et donc du coup, dans cette fiche, l'Observatoire a voulu proposer voilà, une démarche, une méthode pour pouvoir travailler ensemble au sein du CSE, chacun dans son rôle, encore une fois, pour pouvoir ou être dans une démarche de reprise d'activité ou de déconfinement ou de poursuite d'activité. Enfin, tout dépend de la situation de l'entreprise. Alors, une démarche relativement simple que vous avez sous les yeux, où déjà on se demande comment on va travailler, donc comment on va définir les meilleures mesures justement pour pouvoir, si on prend l'exemple du déconfinement, donc faire revenir les salariés dans l'entreprise, et donc de se dire qui va faire quoi, hein, et qu'est-ce qu'on va pouvoir traiter au sein du CSE. Et c'est vrai que avoir un référent Covid ou avoir un petit groupe de travail où sont présents voilà, un ou deux élus du CSE, ce sont des pratiques que l'on voit dans les entreprises et qui fait que d'ores et déjà on installe la démarche dans une logique, on va dire, paritaire de travailler ensemble. Et puis aussi de se dire, donc c'est déjà la première opportunité d'impliquer le CSE, c'est déjà de travailler ensemble au niveau de cette démarche-là. Puisque du côté des élus, si cette démarche est de la responsabilité de l'employeur, les élus peuvent recueillir l'avis des salariés et l'amener sur la table du CSE pour pouvoir justement partir quelque part d'un retour d'expérience de qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période et bien évidemment comment mettre en place les mesures les plus adaptées. Donc voilà, c'est déjà savoir comment on va travailler. Et ensuite, deuxième étape proposée dans cette démarche, voilà, de définir les actions dans la logique qu'évoquait Cyril à l'instant, c'est-à-dire en favorisant dans la logique des principes généraux de prévention, en se disant, voilà, d'abord zéro risque, ça n'est pas possible, donc on les évalue, et puis on favorise l'organisation du travail avant de parler de masque. Et donc du coup, la première étape, c'est de se dire comment, dans quelles conditions va se faire la reprise, ou dans quelles conditions va se faire la diminution justement du confinement ou du télétravail, et avec justement la priorité donnée à des mesures plutôt organisationnelles que des mesures de protection collective et individuelle. Donc voilà, de se poser la question de quelles sont les activités essentielles dans cette période, quelles sont les activités indispensables à faire sur place, puisqu'on nous demande de privilégier encore le télétravail. Est-ce qu'il y a des personnes, des situations particulières à prendre en compte, et notamment les personnes qui sont dites vulnérables, qui ont, voilà, par exemple des maladies chroniques évolutives, ou alors des personnes qui ont des problématiques de garde d'enfants, enfin, etc. Et donc, voilà, c'est à la fois de faire le point sur les activités de l'entreprise essentielles, et donc les besoins et les compétences pour réaliser ces activités, et puis en face, quels sont les salariés et leurs caractéristiques pour pouvoir réaliser ces activités. Donc voilà, c'est faire le point sur la situation de l'entreprise, et ensuite avoir cette démarche, comme l'évoquait Cyril à l'instant, voilà, de réévaluation des risques professionnels. Alors bien évidemment en prenant en compte les questions d'exposition
au virus, mais aussi les autres risques professionnels, comme les risques psychosociaux, les risques quels qu'ils soient, et qui peuvent, et en effet, dont les conditions d'exposition peuvent évoluer en fonction des activités de l'entreprise et des changements qu'il y a pu y avoir dans l'organisation. Donc voilà, c'est ces deux points qui vont permettre de définir les actions les plus pertinentes pour pouvoir définir, mettre en œuvre la reprise ou la poursuite d'activité. Et donc du côté de l'action des élus, eh bien c'est à la fois faire sa propre analyse de la situation, confronter, on va dire, la connaissance du terrain, des remontées d'informations des salariés, auprès de l'employeur. C'est s'assurer aussi que l'évaluation des risques a été faite en prenant en compte l'avis des salariés qui sont concernés. C'est de recueillir des informations complémentaires, s'appuyer sur les ressources qui peuvent être mobilisées par le CSE, comme les services de santé au travail, le médecin du travail, la CARSAT, l'OPP-BTP, la MSA, etc. Et donc du coup, c'est de pouvoir mobiliser aussi et informer au fur et à mesure les salariés. Troisième étape, mettre en œuvre les actions, tel que l'évoquait tout à l'instant Cyril Bortoluzzi, et puis bien évidemment informer, former, avec un point de vigilance particulier par rapport au rôle de l'encadrement dans cette démarche-là, où on s'aperçoit que tout ce qui est régulation, par exemple en début de journée, en fin de journée, sur les difficultés rencontrées par les salariés dans le cadre de cette reprise ou de ce déconfinement, ce sont des choses très très importantes justement pour pouvoir réajuster les mesures qui auront été prises, les actions mises en œuvre pour qu'elles soient le plus adaptées possible. C'est vraiment l'idée, tout à l'heure Monsieur Marcelin l'évoquait, être à l'écoute à tous les niveaux, développer le dialogue à tous les niveaux, et c'est vrai qu'il s'agit aussi d'outiller l'encadrement pour qu'il puisse être organiser, proposer des espaces de remontée de difficultés, d'information, de dialogue auprès des salariés pour que toutes les actions de prévention mises en œuvre puissent être réajustées lorsque c'est nécessaire. Et donc, tout naturellement, ça veut dire que cette démarche, elle doit être suivie dans le temps. Et c'est là aussi le CSE a tout son rôle à jouer pour pouvoir faire des points réguliers sur les actions mises en œuvre. Dernier point, dans cette fiche, vous trouverez des pistes pour développer un dialogue social de qualité issu, on va dire, de pratiques d'entreprise. C'est vrai que l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, avait passé une enquête en avril et qui nous disait le dialogue social est en effet important dans la période actuelle, selon les responsables de ressources humaines, et beaucoup d'échanges avec les représentants du salarié se font de façon formelle, c'est-à-dire il y a les réunions de CSE, dont on a vu qu'elles ont un petit peu bougé, puisque beaucoup de réunions à distance, etc., ce qui n'est pas simple pour pouvoir, ce sont d'autres habitudes qui ont été prises. Donc des échanges qui sont formels en majorité, donc selon eux 85%, mais aussi beaucoup d'échanges informels, beaucoup de temps de régulation entre l'employeur et les organisations syndicales et les représentants des salariés, entre les réunions, etc. Et tous ces temps de régulation donne de l'huile un peu dans les rouages du dialogue social pour pouvoir vraiment être très réactif par rapport aux actions de prévention, par rapport à la connaissance des risques, etc., etc., et puis aux difficultés qui sont rencontrées par les salariés. Donc du coup, l'observatoire a voulu proposer différentes pistes pour s'adapter, on va dire, adapter le dialogue social aux conditions actuelles, pour à la fois se dire que il y a un enjeu très fort à partager de l'information entre employeurs et représentants du personnel. Alors évidemment, qui va être aussi d'autant plus renforcé dans la période dans laquelle nous sommes et qui va se poursuivre, et où beaucoup de questions économiques vont se poser sur la table du CSE. Donc partager les enjeux, partager aussi des informations sur les difficultés rencontrées, organiser des temps de régulation formels
formel au niveau des réunions, alors parfois à distance, bien sûr aujourd'hui plus en présentiel étant donné le déconfinement, mais aussi favoriser la régulation plus informelle pour pouvoir voilà, fluidifier les relations, favoriser le lien entre les salariés et les représentants. On a bien vu qu'il était très difficile pendant cette période de confinement, voilà, pour les représentants de pouvoir avoir accès aux salariés qui étaient tous disséminés donc chez eux. Et donc du coup, il y a eu beaucoup de pratiques très intéressantes qui ont été mises en œuvre à cette occasion. On a bien vu que ce lien entre représentants des salariés et salariés était extrêmement important justement pour alimenter le dialogue social. Faire participer les élus au plan de reprise, on l'a vu, adapter le fonctionnement du CSE si nécessaire et éventuellement adapter les besoins, les heures de délégation, s'il y a des missions supplémentaires qui sont demandées aux élus, s'il y a, enfin, on est dans un contexte particulier. Prévoir en amont le suivi des mesures de prévention, ça c'est essentiel, c'est-à-dire que une fois que tout le monde est revenu dans l'entreprise, le dialogue ne s'arrête pas. C'est aussi être à l'écoute des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des mesures de prévention, mobiliser bien sûr les ressources externes et puis envisager des retours d'expérience de cette période, qu'elle soit au niveau du confinement, du déconfinement, de la reprise d'activité, vraiment de se dire que la façon dont le dialogue social a fonctionné dans cette période-là, c'est, n'oublions pas d'en tirer des conséquences, des enseignements, dans un deuxième temps, pour pouvoir justement développer encore plus le dialogue social dans l'entreprise. Et puis, du coup, à terme, ça veut dire probablement des sujets qui pourront rentrer dans le champ de la négociation, qui pourront voilà, être travaillés de façon plus, on va dire, à froid que dans la période actuelle, pour voilà, toujours dans le principe de informer, consulter, négocier, qui sont un peu les trois voies du dialogue social dans l'entreprise. Donc voilà un peu rapidement les différents éléments qui sont proposés dans la fiche réalisée par l'Observatoire du dialogue social du Gers. Et je vous propose de voilà, passer à la rubrique, on va dire, échange. Alors échange avec certaines limites, étant donné le format de cette réunion, mais répondre en tout cas à vos questions. Je sais qu'il y a déjà des questions importantes sur ces différents sujets. Et puis, pendant ce temps-là, vous proposez un dernier sondage qui nous permettra d'alimenter notre conclusion. Donc, voilà, pensez-vous que le CSE soit suffisamment outillé pour tenir son rôle dans cette période? Et sinon, de quoi auriez-vous besoin? Voilà, c'était intéressant pour nous de vous poser cette question pour pouvoir aussi alimenter les réflexions de l'Observatoire. Alors, en attendant vos réponses, je vous laisse répondre au sondage, voilà, tout pendant cette séquence de réponses aux questions. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait plusieurs questions sur la formation. Cyril, peut-être, le droit à la formation des élus au CSE en matière de santé, sécurité, conditions de travail. Oui, j'ai vu passer cette question. Vous avez apporté des précisions, Catherine, donc en cours de webinaire. Donc, oui, obligation, donc comme je l'indiquais, à ce que les membres du CSE donc suivent une formation en matière de santé et sécurité au travail. Donc, et comme l'a indiqué Catherine, en fait, il y a des organismes agréés, hein, donc il y a une liste. Il y a des listes qui existent pour prendre connaissance de ces organismes agréés. Et concernant donc le Gers et la région Occitanie, sur le site de la Direct Occitanie, vous pouvez prendre connaissance des organismes agréés qui peuvent donc dispenser cette formation auprès des membres du CSE sur le volet santé, sécurité et conditions de travail. Ça permet. Alors, je fais le lien parce qu'il y avait aussi une question. Donc, le document unique. Est-ce que l'évaluation des risques et plus particulièrement le document unique d'évaluation des risques professionnels est obligatoire dans toutes les entreprises?
Oui, il est obligatoire dans toutes les entreprises. Voilà, à partir du moment où il y a un salarié, voilà. Mais bon, au-delà de cette obligation, c'est aussi parce que parfois l'employeur aussi prend part à voilà, selon la taille de structure, hein, il peut être amené à travailler plus ou moins d'ailleurs dans les mêmes conditions que le salarié. Donc ça permet aussi d'interroger dans l'intérêt aussi de l'intégrité physique donc de l'employeur, donc d'interroger les situations de travail. Et alors il y avait aussi une question, est-ce que l'obligation par rapport à le document unique, l'évaluation de mettre dans la boucle, alors c'était partie des délégués personnels, donc maintenant les membres du CSE, alors l'obligation, elle relève, elle est portée par l'employeur, enfin c'est l'obligation, c'est l'employeur qui a cette obligation. Mais il est dans l'esprit et il paraît tout à fait cohérent que les membres du CSE soient associés à cette démarche d'évaluation des risques, qu'ils soient en capacité de donner aussi un éclairage, comme il était dit, parce qu'ils sont en contact aussi avec les salariés. Donc les salariés peuvent leur faire valoir un certain nombre leur faire part d'un certain nombre de situations qui ne feraient d'ailleurs pas part à l'employeur, parce que voilà, tout un tas de raisons. Donc voilà, donc c'est très important que les membres du CSE soient associés à cette démarche d'évaluation des risques et dans la transcription de cette démarche dans le document unique d'évaluation des risques. Alors, une question sur où trouve-t-on les coordonnées des ODDS dans les départements, donc auprès des directs, hein, puisque l'unité départementale de la directe est secrétaire de l'Observatoire départemental du dialogue social. Alors, observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Et donc, du coup, alors sur le site de la Directe Occitanie, vous avez aussi des éléments, mais chaque unité départementale, voilà, a les coordonnées et généralement c'est publié sur le site. Vous avez même parfois les membres. Dans le chat, une remarque de Jérôme. Sur les délais qui ont été diminués dans le cadre des textes qui ont été pris dans le cadre de la crise sanitaire par rapport consultation, par rapport aux expertises. Alors, c'est vrai que là, nous nous situons sur le champ des entreprises de 11 à 49 salariés qui ne sont pas concernés ni par l'expertise, la consultation, enfin, et donc par les changements de délai qui, mis à part quelques exceptions, mais comme l'indiquait Monsieur Bortoluzzi tout à l'heure, mais c'est vrai que ça peut pour les entreprises au-delà de 50 salariés sur lesquels en effet il peut y avoir des besoins de s'appuyer sur des experts dans le contexte actuel. Le raccourcissement des délais en effet peut poser voilà énormément peut poser des difficultés en effet pour pouvoir voilà mener un travail d'expertise dans des conditions qui permettent vraiment derrière d'agir en matière de prévention. Donc d'où vraiment l'importance de pouvoir voilà développer le dialogue social au long cours parce que évidemment le cadre réglementaire, et ça c'est le sens des ordonnances aussi de 2017, le cadre réglementaire c'est un cadre minimum et c'est vrai que les entreprises peuvent tout à fait aller au-delà. Et tout dépend aussi des relations sociales au sein des entreprises. Alors, donc sur les coordonnées auprès des ODDS, donc voire du côté des directs, comment le CSE de moins de 50 salariés procède pour donner un avis sur le document unique. Tout comme une autre question, alors peut-être aussi pour Cyril, est-ce que les représentants du personnel sont obligatoirement dans la démarche d'évaluation des risques du document unique? Comme je l'ai dit, il paraît, par rapport à une démarche d'évaluation des risques qui concerne l'ensemble des salariés, et donc l'entreprise, hein, quelque part, il paraît comment dire, plus qu'opportun d'associer les membres du CSE, et tout particulièrement quand l'employeur, donc au regard de la situation, va remettre à jour, va réévaluer les risques et va remettre à jour le document unique d'évaluation des risques. Il paraît très peu concevable pas concevable même que l'employeur n'échange pas avec les membres du CSE sur
sur le sujet. Et enfin, une nouvelle fois, j'appuie parce que la formation en matière de santé et sécurité, vraiment, elle est très importante pour les membres du CSE pour qu'ils comprennent quels sont les enjeux et les intérêts liés à la santé au travail, et puis surtout qu'ils puissent prendre connaissance de leurs prérogatives en la matière. Et juste, entre parenthèses, dans des situations critiques, alors je l'ai pas indiqué tout à l'heure pour le droit par rapport à la situation du salarié, la possibilité au salarié donc, de faire jouer son droit de retrait, alors on en a beaucoup. Il y a eu pas mal de discussions, voilà, mais il y a la possibilité dans un certain cadre donc, au salarié de faire jouer son droit de retrait, et aux membres du CSE, dans des situations de danger grave et imminent, la possibilité de faire un droit d'alerte, voilà, qui sont un droit, une prérogative importante, mais voilà, encore faut-il avoir connaissance de ces prérogatives, et encore faut-il donc connaître la façon d'exercer au mieux ces prérogatives. Voilà. S'il y a d'autres questions, vous voyez, donc vous recevrez bien évidemment le diaporama utilisé. Vous avez un mail auquel vous pourrez poser des questions supplémentaires, et donc je transmettrai aux personnes concernées vos différentes questions. Je vais proposer à Madame Moutet et à Monsieur Marcelin de conclure ce webinaire. Nous avons les résultats du sondage qui vont vous alimenter. Oui, alors je vais prendre la parole juste avant que Monsieur le Président ne clôture. Alors, déjà, merci d'être présent donc sur ce webinaire. Vous êtes quand même assez nombreux et vous avez posé quand même pas mal de questions. Ce que nous constatons, c'est que une question centrale est toujours la formation, d'autant que cette nouvelle instance CSE est composée de membres qui ne sont pas tous en fait issus d'organisations syndicales. Et nous avons pu, nous, le constater dès lors que nous avions lancé des actions de formation et sur le fonctionnement et l'intérêt donc du CSE dans son fonctionnement, que il manquait énormément en fait d'informations sur les missions de chacun, le périmètre de chacun, et donc et c'est là où on a vu tout l'intérêt de lancer ces actions concrètes en fait auprès donc de ces entreprises de moins de 50 salariés que nous réitérerons d'ailleurs sur cette année, parce que c'est un des points hyper importants pour que le dialogue social soit véritablement instauré et qu'on ne soit pas sur un fonctionnement qui soit justement bancal. Voilà. Donc, je vois encore tout l'intérêt des actions que nous avons menées, que nous continuerons d'ailleurs à mener sur les années à venir. Et ce que je regrette un peu, c'est de voir que l'ODDS ne soit pas connu sur les autres départements. Nous avons fait quand même beaucoup d'actions de communication via les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Instagram, pour justement faire que nous soyons connus, parce que cette nouvelle instance vient un petit peu se rajouter par rapport à ce qui existe aussi au sein des départements. Et la question de départ était, mais pourquoi l'ODDS et pour faire quoi exactement sur le département? Et là, voilà, nous avons concrétisé, nous réellement, donc sur des actions liées au CSE et véritablement le dialogue social et notre lumière. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Marcelin. Bien, tout d'abord, je vais renouveler mes remerciements pour cette organisation technique et la clarté de la présentation à chaque intervenant. Donc merci à eux pour ce moment d'échange. Alors effectivement, Madame la vice-présidente, vous avez, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que cette instance s'est posé beaucoup de questions au départ.
je répète, sous l'impulsion et en coopération avec la directe du Gers, qui de suite nous a impulsé, nous a stimulé pour rentrer rapidement dans du concret. Et effectivement, nous avons pu mener des ateliers où c'est que ces ateliers ont pu contribuer à former, à rassurer, à aussi mesurer l'importance d'une instance représentative et aussi faire prendre conscience qu'effectivement, si on veut un véritable dialogue, il faut être aussi force de proposition, et qu'effectivement nous-mêmes par rapport à l'instance, nous avons su saisir cette opportunité et donc pouvoir arriver dans le paysage avec aujourd'hui une satisfaction du travail qui a été réalisé, mais comme tout chantier et encore plus dans ce moment difficile économiquement, difficile socialement, cette instance, ce chantier ne fait que commencer et il devra se poursuivre avec effectivement tous les acteurs et toutes les composantes pour préserver et pouvoir appréhender la suite économique avec plus de sérénité, mais aussi avec toute la conscience nécessaire que les enjeux et les difficultés sont là, et que c'est en dialoguant, en échangeant et en proposant, et aussi je pense qu'il faut tirer les enseignements de cette situation qui feront émerger des nouveaux sujets et des nouveaux besoins, et aussi de nouvelles méthodes pour les appréhender. Voilà, donc je vais arrêter ma conclusion en remerciant tous les participants, en étant très satisfait, et je rends aussi j'associe à ce travail l'ancienne présidente, et donc satisfait qu'aujourd'hui le département du Gers puisse apporter cette contribution, et qu'on soit aussi une pierre importante au niveau de ces instances sur le plan national. Donc merci beaucoup à vous, et on reste à votre disposition. Merci beaucoup. Pour conclure, avant de se quitter, nous vous redonnons le programme des prochains webinaires organisés par l'ARACT Occitanie dans le cadre de cette semaine pour la qualité de vie au travail. Voilà, à partir de demain, vous allez pouvoir consulter donc une vidéo qui a été faite sur les ateliers qui vont être proposés par l'ARACT et l'AMPA sur voilà une approche organisationnelle de la prévention des addictions. Donc voilà, donc on propose une approche un petit peu différente pour travailler sur ce sujet-là. Ensuite, jeudi, une conférence sur un dispositif avec l'État, la région, l'ARACT, les partenaires sociaux, donc pour justement, sur le dispositif objectif reprise. Et vendredi, des conférences à destination des réseaux d'intervenants sur la qualité de vie au travail. Donc une le matin, une l'après-midi pour pouvoir sur l'animation de ce réseau, et puis une dernière conférence vendredi sur la question du numérique dans le secteur public. Donc voilà, qui clôturera notre semaine pour la qualité de vie au travail. Un grand merci à chacun d'entre vous, un merci très chaleureux aux intervenants, et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci, au revoir. Au revoir.